bonjour. Merci beaucoup, Claudel, de m'accueillir en plein centre de la Startup Academy de C'est un Douala. plaisir pour moi de recevoir une benguiste qui nous vient tout droit des États-Unis pour nous interviewer. Donc forcément, l'honneur est pour moi aussi. Ouais, écoute, déjà, je voudrais mentionner quelque chose de très important. J'ai découvert Claudel en 2018. Je l'ai découvert en 2018 sur Facebook. Et la première vidéo m'a automatiquement accroché. Et vous savez que retenir l'attention de quelqu'un est très difficile. Automatiquement attaché. La deuxième vidéo, I fell in love. Je suis tombée amoureuse de ce gars-ci. C'est de la crème de la crème. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que cette question a été posée plusieurs fois, mais je pense que c'est le minimum. Qui est Claudel Numbissier? Claudel Numbissier, c'est un médecin, parce que c'est toujours important de le préciser. Docteur, excusez. Qui est docteur? Docteur Claudel Bon, en Numbissier. fait, docteur, c'est à l'hôpital. J'aime toujours le dire, je préfère qu'on m'appelle docteur à l'hôpital ou dans un cadre hospitalier. Parce que ce n'est que dans ce cadre-là que ce nom ou cet adjectif-là est important. En dehors, je préfère Claudel Numbissier ou Claudel tout simplement. Donc, médecin de formation, j'ai été formé au Cameroun à l'Université des Montagnes. C'est à l'ouest du Cameroun dans une institution qui s'appelle l'Institut supérieur des sciences et de la santé de l'Université des Montagnes. Donc, je suis sorti médecin en 2014. Et après mes études de médecine, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs cliniques avant de me lancer en entrepreneuriat parce que j'estimais que j'avais beaucoup plus à apporter sur le plan entrepreneurial au lieu de rester encastré dans un hôpital. Très intéressant. Est-ce que l'entrepreneuriat ne s'oppose pas justement à la médecine? Qu'est-ce qui t'a fait devenir entrepreneur? Alors, l'entrepreneuriat s'opposait à la médecine, non, mais je vais quand même valider cet avis ou cette perception parce que c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire que le médecin ou le professionnel de santé doit travailler à l'hôpital, doit être assis en train de consulter les malades à longueur de journée, s'occuper des patients. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a une autre dimension au-delà qui est purement entrepreneuriale. Je vais prendre un exemple. Actuellement, on parle de la COVID. La plupart des pays dans le monde sont en train de souffrir de la COVID. Il y a des confinements dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Il y a une compétition extrême qui est en train de se produire actuellement à travers les laboratoires pharmaceutiques, qui est celle de pouvoir produire un vaccin efficace qu'on puisse utiliser. D'ailleurs, il y a déjà certains vaccins qui ont été produits par certains laboratoires qui sont utilisés actuellement. Je ne vais pas entrer dans la polémique du vaccin, c'est certainement un autre débat, mais c'est une compétition entrepreneuriale. La preuve, c'est que dès que la plupart de ces laboratoires-là ont eu à sortir leur vaccin, les cours en bourse ont explosé parce que les investisseurs se rendent compte que si on a le vaccin, on a directement plus de 200 pays qui vont vouloir commander notre vaccin. C'est un chiffre d'affaires extrêmement important. Ça, c'est de l'entrepreneuriat médical. Juste que chez nous, c'est une notion qui n'est pas suffisamment apprise et qui n'est pas acquise et qui n'entre pas dans nos attitudes au quotidien. Ce qui fait en sorte que le médecin, le pharmacien, le professionnel de santé se dit que la médecine, ce n'est qu'être assis à l'hôpital en train de consulter. C'est pour ça que tous les jours, on me dit toujours, est-ce que tu pratiques encore la médecine? Est-ce que tu consultes encore? Et moi, j'aime souvent leur poser la question, si je prends quelqu'un qui est au chômage, je lui montre comment trouver un emploi et qu'il réussit à pouvoir créer une activité, gagner de l'argent, nourrir sa famille, est-ce que je ne viens pas de le sauver sur le plan même de sa santé? Ça aussi, c'est de la médecine. Donc, la médecine n'est pas juste curative. Elle n'est pas juste d'intervenir lorsque quelqu'un est déjà malade, mais c'est d'intervenir aussi lorsque la personne n'a encore aucun problème de santé et de pouvoir l'aider sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan biologique, sur le plan psychologique et sur tous les aspects qui entrent dans son bien-être. Ça, c'est fort. Hein? Dans la médecine également est préventive. Oui, ce qu'on fait à la Startup Academy, c'est la médecine. Préventive. Oui. Waouh. Okay. Ça, c'est un angle qu'on ne regarde, on ne voit pas souvent. Oui, qu'on ne voit pas souvent. On se dit qu'on aime trop l'argent, on ne met que l'argent en avant. J'ai envie de demander qu'est-ce qu'on peut faire sans argent. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on peut faire sans... Je vois rien. Dis-nous. Je vois rien. Je vois pas ce qu'on peut faire sans argent. Sans argent. En fait, moi, j'ai arrêté d'avoir... C'est tabou. Pourquoi les jeunes? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une culture. C'est une culture francophone. De ne pas aimer l'argent. Oui, d'avoir un tabou en ce qui concerne l'argent. On nous enseigne déjà ça même dès l'école. Et moi, j'ai déjà eu à travailler avec des entrepreneurs qui exercent dans des territoires anglo-saxons, que ce soit en Afrique ou même en Occident. Et l'une des premières questions que ces entrepreneurs me posent toujours, c'est déjà, quels sont tes échecs? Parce que pour eux, un entrepreneur, c'est celui qui échoue régulièrement. Ils ne vont jamais te demander ce que tu as réalisé. Et la deuxième chose
quel est le chiffre d'affaires que tu réalises? En fait, pour eux, tu dois être fier de dire combien tu gagnes. Tu dois être fier de dire que cette année, on a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions, de 500 millions. Ils disent non, c'est pas mal, il faut continuer. Mais ici, pour que quelqu'un te dise combien il gagne, il va se dire que c'est pourquoi tu veux m'envoyer dans la sorcellerie, tu veux me vendre, etc. Donc, c'est un gros problème qui est culturel, qui est transmis d'abord sur le plan même de notre système éducatif et qu'on cultive donc progressivement. Je vais même prendre un autre exemple. Nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un voyage, il cache. Ça veut dire qu'il est en train de faire ses papiers pour aller aux États-Unis, il cache. C'est quand il arrive aux États-Unis qu'il dit que vraiment, j'ai oublié de vous dire, je suis déjà aux États-Unis. C'est parce que vraiment, ça s'est déroulé précipitamment. Comment ça s'est déroulé précipitamment? Quand tu partais à l'ambassade, quand tu faisais les interviews, quand tu faisais tes documents, quand tu légalisais tout, tu dis que c'était précipité, c'est parce que les gens se disent que si je dis que je veux voyager, on va prendre les sorciers, vont m'empêcher de partir. Donc en fait, c'est une culture qu'il faudrait qu'on commence à détruire parce qu'en fait, ça nous empêche d'être excellents. Et ce que tu dis est vrai, parce que même ceux qui me demandent, tu rentres quand, je ne donne pas une Non, c'est subconscient. C'est quelque chose qu'on a déjà développé comme ça et c'est devenu subtil. On le fait même inconsciemment. Moi, je vais prendre un autre exemple et ça m'a beaucoup marqué parce que je me dis, il faudrait qu'on puisse travestir certaines difficultés qu'on rencontre. Moi, je suivais une fois une interview qui était donnée par Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Et dans l'interview, il disait que vraiment, les 2 premières années de Facebook, on ne gagnait presque pas d'argent, on fonctionnait presque à perte, on essayait de réinvestir tout ce qu'on avait. Et puis je me posais la question, mais ce gars dit qu'il ne gagnait pas d'argent, comment il faisait donc? Et quand je menais donc un peu plus d'enquête, je me rends compte qu'en fait, les premières années, ils avaient déjà des chiffres d'affaires en millions de dollars. Mais pour lui, il estime qu'il ne gagne pas encore d'argent. Parce que pour lui, gagner d'argent, c'est faire des milliards de dollars. Donc quand il fait encore des millions, il se dit que non, le marché est encore tout petit, on doit encore se battre, nous sommes tout petits. Ici, lorsque quelqu'un fait un chiffre d'affaires de 20 millions, on arrête de travailler pendant 1 mois, on va à Kribi, à la plage, on donne des primes à tout le monde parce qu'on est content d'avoir fait 20 millions de francs CFA, qui est une monnaie coloniale. Donc c'est parce qu'on a même limité nos rêves. Pour nous, même rêver, c'est payant. On se dit qu'il faut payer pour rêver. Donc quelqu'un ne se voit pas en train d'être le plus riche du monde, le plus riche d'Afrique, le plus riche de son pays. Parce qu'en fait, on se dit, il faut que je me contente du peu. Il faut que je me contente de ce que j'ai. Ce qui fait en sorte que l'argent devienne tabou. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour casser cette mentalité, cette façon de penser? Alors, pour casser cette mentalité, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes en amont, il y a des méthodes en aval. En amont, ça veut dire qu'il faut aller dans le système éducatif, il faut aller dans nos systèmes politiques, il faut aller sur le plan économique, il faut pouvoir éduquer nos enfants différemment, il faut parler d'argent à l'école, il faut même des disciplines où on ne parle que de l'argent. Il faut qu'on montre aux enfants dès l'école comment gagner de l'argent. Il faut que dès l'école primaire, l'enfant puisse tenir son champ et puisse cultiver, puisse récolter, puisse vendre et dire à la fin de l'année que cette année, j'ai généré un chiffre d'affaires de temps ou au moins j'ai eu un projet qui m'a permis de pouvoir au moins développer même une valeur perçue, même si ce n'est pas forcément de l'argent en numéraire. Ça, ce sont des solutions en amont. Maintenant, les solutions en aval, c'est lorsqu'on fait déjà face aux personnes chez qui c'est déjà installé dans leur cerveau. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un seul moyen, c'est de les choquer. C'est de parler de cela de manière explosive. Parce que lorsqu'un enfant est couché à 10 h du matin alors qu'il devait aller à l'école à 7 h, vous n'allez pas venir chuchoter dans son oreille que lève-toi, va à l'école. Il faut prendre l'eau, chauffer si nécessaire, verser sur lui pour que la douleur là, il puisse sentir que désormais je ne dois plus jamais être couché à 10 h. Donc c'est pour ça que nous, dans notre communication, on parle d'argent. On a la prétention de dire qu'on veut devenir riche et de le dire en public. On n'a pas peur d'assumer qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Et quand on parle d'argent, c'est en dollars, c'est en euros. C'est pour ça que j'aime souvent donner le prix même de mes formations en euros. Pour faire comprendre aux gens que nous, on ne veut plus parler de monnaie coloniale. On veut montrer qu'on peut tutoyer les autres aussi. Et qu'on a la même prétention que... Parce que rêver, c'est gratuit. Dernièrement, je regardais un documentaire sur Elon Musk, où il dit que vraiment, quand il va s'installer sur Mars, parce qu'il a une entreprise qui s'appelle SpaceX, dont l'objectif, c'est de conquérir Mars avant 2050. Et il explique qu'à Mars, on va utiliser la crypto-monnaie, etc. Je dis, mais ce gars, en fait, il n'est plus avec nous ici. Donc lui, il est déjà en train de réfléchir comment ça va se passer sur Mars. Et nous, ici, quelqu'un a la formule du savon, il cache. Il dit qu'on va voler sa formule. Donc c'est pour dire à quel point nous sommes médiocres, même sur le plan de nos rêves. Il faut que ça change.
J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première question, je suis tombée sur une de tes vidéos hier soir. Et c'était un post que j'avais fait dans le passé, on me traitait de folle. Tu dis qu'il faut qu'on aille aider la France. Oui, bien sûr. L'Occident. Il faut qu'on aille aider l'Occident. Dans la tête d'un Camerounais ou d'un Africain francophone moyen, on va te traiter de fou. Qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu dis il faut que l'Afrique aide l'Occident? Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique doit aider l'Occident? En fait, je n'ai même pas utilisé la bonne expression. Parce que l'Afrique aide déjà l'Occident depuis plus de 600 années, depuis plus de 1000 ans. L'Afrique aide déjà l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une très belle émission comme on est en train de le faire actuellement, on utilise des caméras, on utilise un matériel de pointe et la plupart des matières premières utilisées pour fabriquer ces caméras proviennent d'Afrique. Donc ça veut dire qu'on aide déjà l'Occident, on aide déjà les Occidentaux. Les Américains ne peuvent pas fabriquer d'iPhone sans l'Afrique. C'est impossible. Le Congo, c'est un pays phare. Si le Congo décide de fermer ses frontières, il n'y a plus d'iPhone, il n'y a même plus de téléphone, globalement. Donc ça veut dire que l'Afrique aide même déjà l'Occident. Mais je dis juste que ça doit être visible, parce que pour le moment, c'est invisible. Pour le moment, les Occidentaux viennent en Afrique, ils exploitent les matières premières, les richesses et tout. Ben, c'est subtil. Chacun peut le faire parce que nous sommes dans un village planétaire. Comme aussi un Camerounais peut aller aux États-Unis, un Tchadien peut aller en Chine et gagner aussi beaucoup d'argent là-bas. C'est ouvert. S'il a les capacités, s'il a les moyens, il peut le faire. Maintenant, il faut que ce soit visible. Et il faut qu'on voit de manière visible des Africains qui quittent l'Afrique pour aller aider les Occidentaux. Pourquoi est-ce que je le dis? Aujourd'hui, dans un pays comme la France, on a effectué 2 confinements. C'est-à-dire, on a fait un premier confinement où les gens étaient encerclés chez eux, ils ne pouvaient pas sortir. On a fait un deuxième. On est en train de parler même d'un troisième. Ça veut dire qu'ils sont en train de souffrir. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer en France. Il y a des entreprises qui ont fait faillite en Italie. Il y a des employés. Je prends peut-être une entreprise que je vais citer, Michelin, qui est en train de virer près de 2000 personnes en France à cause de la Covid, à cause du confinement. Il y a des entreprises qui ont fait faillite aux États-Unis, qui ont viré leur personnel. C'est des gens qui se retrouvent désormais comme ça, sans sécurité sociale, sans pouvoir payer leurs factures, leur assurance et tout, et qui vont certainement se retrouver dans la rue. Ça veut dire qu'ils vont quitter d'un niveau moyen à la rue. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne pourront plus, même avec le SMIC, pouvoir vivre décemment. Alors qu'en Afrique, il y a une nouvelle génération de personnes riches qui pourraient aller les aider. Donc c'est pour ça que je dis que nous devons nous constituer en Afrique, fabriquer du matériel comme par exemple des gants, comme par exemple des désinfectants pour les mains, comme par exemple des masques, comme par exemple même des extracteurs d'oxygène et du matériel médical, prendre un avion cargo, aller aux États-Unis et aider les pauvres américains. Il y a les pauvres aux États-Unis qui ne mangent pas, qui dorment dans la rue. Et là-bas même c'est pire parce que ici ceux qui dorment dans la rue, il n'y a pas la neige. Donc moi par exemple hier j'étais à Deido, à Douala et même à Akwa. Je voyais les gens dormir dans la rue, il était 23h minuit. Ils étaient là couchés sur un carton, ils dormaient tranquillement. En fait, ils peuvent dormir comme ça toute l'année. Ils n'auront pas de problème. Peut-être il y aura un peu la pluie et tout, mais aux États-Unis, ils ne peuvent pas. Parce que quand il y aura la neige, ils vont mourir. Donc ça veut dire que leurs pauvres sont plus pauvres que nos pauvres. Donc il faut que nous on les aide. Oui. Ce sera aussi, puisqu'on a un village planétaire, il y a certains Américains qui viennent au Cameroun aider les Camerounais. Non, je suis d'accord. Il y a certains Français qui viennent au Togo aider les Togolais. Il faut aussi que les meilleurs chirurgiens camerounais aillent aux États-Unis et aider les pauvres qui ne peuvent pas payer à l'hôpital. Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai mon père une fois qui était aux États-Unis. Il a eu un palu. On l'a hospitalisé pendant 1 mois. La facture, c'était 60 millions de francs CFA. Et la question que je me posais, c'est, il y a des Américains qui ne peuvent pas payer ces factures-là s'ils ne sont pas assurés. Alors que nous, on peut les aider. Donc nous, on peut aller les soigner gratuitement. Puisque nous sommes médecins, nous savons comment faire pour soigner le palu. On dit, venez, on vous consulte, on vous prescrit des médicaments, on vous offre même le matériel gratuitement, on vous fait des tests gratuitement. Je sais que quand je dis ça, les gens se disent, mais comment on va aider les États-Unis? Le Cameroun, qu'on dit que c'est un pays pauvre, très endetté. Non, mais il faut choquer. Comment on va... Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens restent dans une perception qui correspond à ce qu'on nous a appris à l'école et ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais plus riches que la moyenne de certains Français. Il y a des Togolais plus riches que la moyenne de certains Américains. Il y a des Nigérians qui ont des usines en Italie, qui recrutent des Italiens pauvres et qui les aident à payer leur loyer, payer leur sécurité sociale.
Mais sauf qu'on ne les voit pas à la télévision. Il faut que désormais on commence à les voir. Donc c'est pour ça que je disais que bientôt à la Startup Academy, on va recruter des Français, des Italiens, des Chinois qui vont nous aider à faire le call center. Ça veut dire qu'on leur donne des bases de données, ils appellent les clients. Est-ce que tu peux répéter ça? Tu dis qu'il y a Startup Academy, quoi? Oui, très bientôt, on va recruter des Français, des Italiens, des Américains qui n'arrivent pas à s'en sortir pour les aider. Oui, on va leur donner des salaires de 1500 euros, 2000 euros par mois. Mais c'est fort. Mais pour qu'ils appellent, ce n'est pas, ils n'auront aucun poste stratégique. Ils vont juste aider, peut-être qu'on fait des conférences, ou peut-être qu'on se déplace pour aller à Tchang, ou au Togo, ou en Côte d'Ivoire. Ils nous aident à faire les réservations dans les hôtels. Et s'ils sont incompétents, les vies, on prend un Japonais. Oui, on va faire ça. Ça, c'est super. Oui, parce qu'il y a les Japonais pauvres qui dorment dans la rue. Alors qu'ici, on peut les aider. On peut prendre un très bon appartement, même de 300 000. On les laisse laver la climatisation, une ménagère. Ce serait mieux que de vivre au Japon dans la rue. C'est de ça que je voulais parler. Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Et c'est une raison pour laquelle j'aime Claudel. Okay? Il n'a pas peur de choquer. Il n'a pas peur de... Il dit ce qu'il pense. Si ça choque quelqu'un, bon, c'est son point de vue. Et c'est super. On a besoin de plus de personnes comme toi en Afrique francophone. En Afrique même en général, on en a besoin. Quelque chose que j'ai remarqué avec toi, c'est que tu ne parles jamais... En fait, tu ne blâmes jamais le gouvernement. Je n'ai jamais vu une vidéo où Claudel dit que le gouvernement n'a pas fait ci de bien, n'a pas fait ci de ceci, il faut virer tel, il faut virer tel, il faut virer tel. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas dans ce genre de discours? Ça, c'est une question... Dans ce genre de bavardage. C'est une question qui mérite un prix Nobel. Il faut que les Africains commencent à s'intéresser au prix Nobel et aux brevets. Parce qu'on doit aussi avoir des brevets. On ne peut pas tout le temps utiliser ce que les autres font et être content que le téléphone, c'est bien. Non, on doit aussi créer nos brevets. En fait, il y a un de mes livres dans lequel je parle du cerveau orienté problème et du cerveau orienté solution. D'ailleurs, c'est mon 5e livre qui s'appelle « Les 100 idées de projet à débuter sans financement ». Et dans ce livre, je parle donc de ces deux notions. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont le cerveau orienté problème et il y a des personnes qui ont le cerveau orienté solution. Je vais commencer par ceux ayant le cerveau orienté problème. Ce sont des personnes qui vont identifier un problème, décrire le problème, attribuer la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre de façon permanente et ainsi justifier leur médiocrité. C'est quelqu'un qui va passer dans la rue, il va voir les ordures, il va dire vraiment cette rue est sale, ce quartier est sale, c'est à cause du maire qui a les ordures ici, on doit le virer et de toutes les façons, on doit virer tous ceux qui sont au gouvernement parce qu'ils ne font pas leur travail, les rues sont sales. Ça, c'est les personnes qui ont le cerveau orienté problème. Ils ont raison de penser ainsi. Parce qu'effectivement, il y a une responsabilité directe des personnes qui nous dirigent, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des rues qui sont sales. Ça, c'est réel. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Donc, ils ont tout à fait raison de penser que la rue est sale, puisque ça se voit, et qu'il y a quelqu'un qui est directement responsable, qui est le responsable de la ville, si c'est un maire, ou si c'est le président qui est responsable du pays. Donc, ils ont raison de penser ainsi et ils sont dans la catégorie de ceux que j'appelle le cerveau orienté problème. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui ont le cerveau orienté solution. C'est des personnes qui vont venir dans la même ruelle, qui vont voir la poubelle et trouver qu'effectivement la rue est sale, mais qui, au lieu d'attribuer la responsabilité à quelqu'un d'autre, vont se poser plutôt une autre question. Comment je fais pour gagner de l'argent avec cette poubelle? Et directement, ils vont mettre sur pied des solutions. Ils vont peut-être passer par des solutions de recyclage. Ils vont peut-être, par exemple, passer par des solutions en amont ou en aval. En amont, ça veut dire, je m'en vais dans les ménages, je leur propose de venir prendre leurs ordures et d'aller les vider et ils me payent. Ou alors, je les prends gratuitement pour les transformer et utiliser les données qui correspondent à leurs ordures pour leur proposer des produits personnalisés. Ou alors, je vais me charger juste de ramasser les ordures qui sont déjà dans la rue, comme par exemple des déchets plastiques pour les transformer en pavés, en tuiles ou en tout autre objet de transformation. Si c'est peut-être des déchets organiques en charbon écologique, en biogaz, biodiesel, etc. et pouvoir vendre ces produits. Vous voyez qu'on a deux catégories de personnes. On a une catégorie de ceux qui vont se plaindre à longueur de journée et dire que c'est tel, on doit le virer, il doit partir. Et une autre catégorie qui utilise le problème pour gagner de l'argent ou qui utilise le problème pour proposer une solution et vendre la solution à ceux qui passent le temps à se plaindre. Donc, dans notre société, nous avons deux catégories de personnes. Et moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui ont le cerveau orienté solution. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que problème égale opportunité d'affaires en entrepreneuriat. Donc moi, je suis content qu'il y ait des problèmes au Cameroun, qu'il y ait des problèmes en Afrique, parce qu'en fait, c'est autant d'opportunités pour que nous puissions gagner autant d'argent et vouloir aussi aller conquérir peut-être la planète Vénus, comme Elon Musk a pris Mars. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je n'ai pas du temps
à critiquer les gens à longueur de journée. Ça ne fait pas partie de ma mission. Ma mission, c'est d'identifier pourquoi on les critique, d'identifier les problèmes qui poussent à ce qu'on les critique, de proposer des solutions qui vont permettre de faire en sorte que le problème pour lequel on les critique soit résolu et que je vende ces solutions et je gagne de l'argent. Là, vous restez critiqué, moi je gagne de l'argent. Pour moi, c'est plus pertinent. Donc critiquer ne donne pas la haine. Non, je préfère laisser ceux qui critiquent critiquer. Parce que peut-être c'est aussi leur métier. Parce que si quelqu'un est peut-être un opposant, bon, il se nourrit de critiquer les autres et de prouver que lui, il a la meilleure solution, peut-être. Ça, c'est son métier. Il passe à longueur de journée dans les médias. Moi, à longueur de journée, je réfléchis comment devenir milliardaire en euros. Ça, c'est ça qui me préoccupe. Donc, je ne peux pas être en train de réfléchir sur tel doit partir, machin. Non, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne fait pas partie de mon métier. Ça, c'est leur métier. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, c'est le gouvernement, c'est qui? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Lorsque la rue est sale, là, ce sont les habitants qui jettent la poubelle dans la rue. Donc, ça veut dire que les habitants font aussi partie de l'écosystème. Ils sont aussi responsables du problème qu'il y a. Donc, nous aussi, nous sommes le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on décide de créer la Startup Academy. Parce qu'on s'est rendu compte que notre système éducatif est tributaire de l'époque coloniale et ne nous apporte pas des solutions pertinentes par rapport à notre environnement. On s'est donc dit, au lieu de passer dans les médias à longueur de journée, dire que le système éducatif ne fonctionne pas, il faut que ceux qui ont mis ça sur pied soient virés, ce qui n'apporterait rien à personne, même 50 ans après. Nous nous sommes dit, nous allons créer une structure parallèle qui apporte les solutions pour lesquelles le système éducatif est dépassé. Et à travers ces solutions, nous allons vendre ces solutions à travers le monde et gagner de l'argent. Et c'est ce que nous faisons depuis 5 ans, parce que la Startup Academy existe depuis 2016. Donc voilà dans l'idéologie dans laquelle je suis. Donc je suis d'accord avec ceux qui critiquent, mais si ça leur permet d'atteindre leurs objectifs, c'est bien. Je suis aussi d'accord avec ceux qui utilisent les problèmes comme des solutions et proposent des solutions. Ça aussi, c'est bien, parce qu'il faut de tout ça pour que la société soit optimale. Donc les gens qui critiquent là, ils ont fait de ça leur métier. Hein. Bah, c'est leur droit. C'est leur droit. Oui, je ne peux pas leur en vouloir. Encore qu'ils ont raison sur certains aspects. Moi, je vais prendre peut-être un exemple. Aujourd'hui, il y a des médecins au chômage au Cameroun. Je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle L'entretien avec. C'est une émission qui est diffusée sur un média de la place que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et il y a donc un ancien vice-président de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui s'appelle le professeur Tétanié Ekoué, qui est passé dans cette émission il y a de cela 1 an environ, et qui, pendant cette émission, donnait une statistique effroyable. Vous pouvez aller, c'est sur YouTube, vous partez sur YouTube, vous tapez « Entretien avec professeur Tétanié Ekoué ». Vous suivez l'émission qui fait environ 1 heure de temps. Dans cette émission, il était à ce moment donné encore, du moins il venait de quitter de son poste de vice-président de l'Ordre des médecins. Il disait que le Cameroun forme en moyenne 1000 médecins par an. Et sur ces 1000 médecins, il n'y a que 300 qui sont recrutés. Il y a 700 qui sont au chômage chaque année. Les médecins au chômage. La statistique des infirmiers et des infirmières, c'est 8 fois plus que les médecins. Mais la question que je vais poser, c'est depuis 10 ans, 20 ans, il y a combien de nouveaux hôpitaux qu'on a créés à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Ebolovan? Il y en a très peu. Mais on forme des milliers de médecins, des milliers d'infirmiers, des milliers de sages-femmes, des milliers de dentistes, des milliers de pharmaciens. Mais il n'y a pas de structures qui évoluent au même rythme pour pouvoir les recruter. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une extradition de cerveau. Ça veut dire qu'ils sont formés, mais après ils partent exercer ailleurs en France. D'ailleurs, en France, il y a plus de médecins camerounais exerçant par rapport à tous les médecins inscrits à l'Ordre national des médecins du Cameroun au Cameroun. Il y a plus de médecins camerounais exerçant en France par rapport à tous les médecins camerounais qui exercent au Cameroun et qui sont inscrits à l'ordre. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ont des compétences et ils ne peuvent pas s'épanouir en pratiquant leur métier au Cameroun. C'est un gros problème. Et je trouve que c'est vraiment très pertinent. Et nos autorités ont la responsabilité de cela. Et c'est vrai. Donc quelqu'un qui critique nos autorités par rapport à ça, je vais dire qu'il a raison. Parce qu'il y a des voleurs. Il y a des gens qui détournent les biens publics. Il y a des gens qui détournent des fonds. C'est un fait, ce n'est pas moi. La preuve, c'est que certains sont en prison. Après, on va parler de la politique. Il y a des prisonniers politiques. Oui, moi, je ne suis pas dans la politique partisane. Donc, je n'ai pas envie de faire ce débat. Je suis dans la politique de proposition de solutions sur le plan entrepreneurial. Et directement, c'est pour ça que j'ai créé aussi le projet Médecin 2.0. C'est un projet où je forme les médecins à entreprendre.
où je leur montre comment créer leur structure hospitalière. Et j'en ai formé plusieurs qui ont créé des structures sur le plan de la pédiatrie, sur le plan de la gynécologie, sur le plan de la chirurgie, et qui réussissent aujourd'hui au moins à s'épanouir et à ne plus vouloir forcément quitter le pays, ou alors pratiquer leur métier de manière à ce qu'ils soient obligés de faire des choses inimaginables pour gagner de l'argent. J'aime ça. Ce que j'aime beaucoup également avec toi, c'est que tu es très terre à terre. Je connecte avec toi sur ce point-là. Et donc, la question que j'ai pour toi, c'est de savoir quelles sont selon toi les 3 qualités. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais on va parler de 3 qualités d'un bon entrepreneur pour entreprendre. 3 qualités d'un bon entrepreneur. La première qualité, je dirais, c'est celui qui sait échouer. Il faut savoir échouer. C'est la première qualité. Parce que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on va échouer régulièrement. On va régulièrement faire face à énormément de difficultés. Mais il faut juste comprendre qu'en réalité, l'échec, c'est une opportunité de mieux apprendre, de mieux refaire, de mieux se former et de pouvoir mieux affronter les difficultés. J'aime souvent dire, on ne devient pas boxeur professionnel en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, pour devenir boxeur professionnel, on prend les gants, on monte sur le ring. Et comme on sera novice au début, on va bien vous boxer, ce qui est normal au début. Vous allez rentrer, vous aurez les bosses, on va masser. Vous allez revenir le lendemain, on va bien vous boxer. On va vous boxer comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui fait que le 4e mois, quand vous allez venir sur le ring, vous n'allez plus ressentir les coups de la même façon. Ça veut dire qu'on va vous donner un coup maintenant, vous serez déjà habitué à recevoir les coups. Vous allez aussi maîtriser comment on fait pour esquiver les coups et comment on fait pour donner des coups aussi. C'est comme ça qu'on devient professionnel. Pour apprendre à pédaler le vélo, on tombe au début et après on maîtrise comment on reste en équilibre. Lorsqu'on conduit un véhicule, au début, on est conscient de tous ses faits et gestes. Après un moment donné, on maîtrise tellement qu'on peut conduire en téléphonant. C'est aussi ça que l'entrepreneur doit avoir comme qualité. Il doit apprendre à échouer. C'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est que l'entrepreneur doit comprendre qu'on ne peut pas entreprendre sans communauté. Ça veut dire qu'il faut absolument bâtir sa communauté ou intégrer une communauté qui a déjà les valeurs que vous recherchez. Ça veut dire que nous, chez nous, on a le problème de la starmania. Les gens veulent devenir des héros de l'entrepreneuriat. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on nous parle de Elon Musk, qui est devenu le plus riche du monde. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans une entreprise comme Tesla, qui a eu une valorisation de plus de 880 milliards de dollars aujourd'hui et qui a fait en sorte qu'il devienne le plus riche du monde, c'est une entreprise dans laquelle il n'a que 18%. Ça veut dire que tout le reste appartient à des investisseurs de plusieurs pays différents. C'est que quand vous voyez en fait une voiture Tesla, c'est plusieurs millions d'investisseurs de plusieurs pays différents qui ont mis leur argent ensemble pour faire une seule voiture dans laquelle le fondateur qui est devenu le plus riche du monde n'a que 18%. Ici, vous allez voir un entrepreneur qui lance son projet avec ses économies d'1 million. Il est médiocre parce qu'avec 1 million, on ne peut faire que des choses médiocres, du moins, sauf si c'est pour le début seulement. Et quand vous lui parlez d'ouvrir son capital, il dit non, 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 on va m'envahir dans mon projet. Non, 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 on va voler mon projet. Mais c'est d'une médiocrité intellectuelle extraordinaire. Et ça, c'est même un euphémisme que de le dire. Donc, il faut que les entrepreneurs apprennent à créer leur réseau, apprennent à comprendre que 5% de 1 milliard, c'est beaucoup plus important que 100% de 10 millions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est la deuxième qualité que l'entrepreneur doit avoir. Et la troisième qualité, c'est que l'entrepreneur doit comprendre qu'il doit se former infiniment. On n'arrête pas de se former. Et c'est ça une aberration de l'école. L'école nous a fait croire que quand on finit l'école, l'école s'arrête. Ça veut dire on va à l'école, on a son doctorat, on soutient, on est major, on fait la fête. Enfin, l'école est terminée, on peut commencer à travailler. Ça, c'est une bêtise parce qu'on apprend tous les jours. On doit se former tous les jours. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle touche désormais à tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, si tu es un financier et tu n'as pas de connaissances en intelligence artificielle, tu seras bientôt obsolète, tu ne pourras travailler nulle part. Puisque désormais, c'est la fintech qu'on utilise dans toutes les... Donc, tu ne peux pas juste aller à l'école, apprendre ce qu'on a appris à l'école, arrêter là et te dire que c'est fini et c'est financier. Tu seras un financier stupide et au chômage, un professionnel au chômage ou un chômeur qualifié. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut apprendre tout le temps et se mettre à jour continuellement par rapport aux évolutions dans ton domaine d'activité ou de manière globale. Parce qu'un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui doit être pluridisciplinaire. Donc, voilà globalement les 3 qualités. Donc, je vais dire 1, son réseau. 2,
savoir échouer. 3, se former continuellement. Super, super. Merci, Claudel. On voit tes mots. Je ne suis pas une journaliste. Ça sort comme ça sort. Ça sort, les gars. Ça sort comme ça sort. Et j'aime beaucoup Claudel parce qu'il est très adaptable également. Il comprend ça. Donc, si je te pose la question, Startup Academy dans 10 ans, tu vois la Startup Academy en 2030, d'ici 2031? Dans 10 ans, la Startup Academy, déjà il faut savoir que la Startup Academy fait du colonialisme économique. Parce que les colons ont fait le colonialisme. Mais nous, on va faire le colonialisme économique inversé. Ça veut dire que nous, on a décidé de commencer par notre petit quartier qui est le Cameroun, pour bien comprendre le modèle économique, pour pouvoir bien l'affiner, pour l'automatiser, afin de pouvoir l'étendre de manière coloniale dans tous les autres pays du monde. Donc, la Startup Academy a pour objectif, dans 10 ans, d'avoir des représentations dans la plupart des pays africains les plus stratégiques, les pays en Occident et même en Amérique, et d'être un fonds d'investissement qui va permettre à des investisseurs du monde entier d'investir dans des entreprises africaines. C'est ça l'objectif de la Startup Academy. Nous avons déjà commencé parce que nous avons plusieurs industries déjà installées au Cameroun que nous sommes en train de consolider davantage. Mais dans 10 ans, nous serons à l'échelle où ces industries seront cotées dans notre propre bourse que nous allons créer et qui est un projet qui s'appelle Startup Kiosk et qui va permettre à un investisseur chinois d'aller sur notre plateforme en ligne ou notre application, de choisir. Dessus, ou ça existe? Ça existe. Quand vous êtes entré au siège, là, si vous êtes attentif, vous allez voir Startup Kiosk parmi l'une de nos industries. Donc, ça fait partie d'un projet qui sera opérationnel dans 10 ans et qui va permettre à ce qu'un investisseur thaïlandais puisse aller sur la plateforme et dire que je veux investir dans Startup Color, qui est une de nos industries qui fabrique de la craie, de la peinture et des sacs, et d'investir dans ce projet-là et de pouvoir consulter la bourse de ce projet régulièrement, de vendre ses actions ou d'en acheter d'autres d'une autre industrie africaine. C'est ça l'objectif de la Startup Academy dans 10 ans. Super, super. Et une dernière question. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à la maison, beaucoup de jeunes africains qui ne voient pas le potentiel de ce continent-ci. Ceux qui attendent que quelqu'un vienne cogner à leur porte avec un sac, Elias de biens, qu'on dit que voici, tu es riche maintenant, tu peux vivre ta vie. Quel est, toi, ton message pour ces jeunes-là? Mon message pour ces jeunes reste constant, Stéphanie, c'est le fait que le chômage n'a pas encore commencé. Parce que ce qu'on appelle le chômage maintenant, ce n'est pas le chômage, c'est un échantillon du chômage. Parce que le vrai chômage, il arrive et il sera violent, il sera fatal. Et je vais expliquer pourquoi. Dans un pays ou dans un quartier comme le Cameroun, il n'y a aucune personne qui peut vous dire le nombre d'enfants qui naissent chaque jour. Personne n'a ces statistiques. Il n'y a aucune personne qui peut vous dire le nombre de personnes qui meurent chaque jour. Personne n'a cette statistique. Il n'y a aucune personne qui peut vous donner la population exacte d'une ville comme Yaoundé ou Douala. Personne n'a ces statistiques. Ce qui fait en sorte que nous sommes dans un quartier où on ne contrôle pas l'évolution démographique. C'est pour ça qu'on se retrouve facilement dans les embouteillages et on est surpris. C'est parce que la construction des routes ne suit pas la progression sur le plan économique, sur le plan de l'achat des véhicules, sur le plan de la démographie. Ça ne suit pas. On se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui n'arrivent pas à fréquenter ou alors des classes qui ont 150, 200, 300 élèves alors que la capacité de la classe n'est que peut-être de 70. Pourquoi? Parce que la construction des infrastructures ne suit pas le développement démographique qui n'est pas mesuré de manière sensible, précise et dynamique, c'est-à-dire en temps réel. Ce qui fait en sorte qu'il y a un boom démographique extraordinaire qui est en train de venir, mais personne n'est en train de le contrôler. Ce qui fait en sorte qu'avec la COVID, qui a encore poussé les entreprises à virer et ne même plus penser à recruter des gens, sauf si ces personnes sont excellentes, ça contraint l'État, je prends peut-être l'État du Cameroun, qui a une capacité d'accueil sur le plan de la fonction publique de 300 000 personnes environ. Les étudiants au Cameroun en 2017 étaient évalués à 500 000 étudiants. Alors que la capacité maximale d'accueil de la fonction publique, c'est 300 000. Et quand je dis 300 000, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent d'entrer dans la fonction publique et qui vont encore travailler jusqu'à 50 ans, 60 ans avant de partir. Ça veut dire que le nombre d'espaces disponibles chaque année dans la fonction publique par rapport aux étudiants qui sont formés chaque année est extrêmement faible. Et sur le plan du système productif privé, on ne prend que des personnes excellentes.
Encore que la Covid a poussé certaines entreprises à virer, à faire même faillite, parce qu'on n'a plus la capacité de production qu'on avait avant et on ne peut plus recruter les gens n'importe comment. Donc, les entrepreneurs sont en difficulté actuellement pour recruter des gens. Sauf que vous allez voir des mamans qui ont 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Vous allez voir le potentiel démographique qui est en train d'exploser, mais la société n'est pas en train de s'adapter par rapport à ça. Ça veut dire que très bientôt, le chômage va atteindre des seuils incroyables. Ça va augmenter la criminalité. Ça va augmenter des fléaux dans tous les secteurs d'activité. L'État n'est pas en train de se préparer par rapport à cela. Les populations ne sont pas en train de se préparer par rapport à cela. Ce qui fait donc en sorte que les phénomènes, par exemple, comme les gens qui prennent les pirogues qui vont en Occident, ça n'a même pas encore commencé. En fait. Ça arrive. Ce sera 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que ça dans les années à venir. C'est pour ça que la plupart des pays en Occident font la promotion, notamment en Afrique. C'est de façon subtile, c'est vrai, mais de la contraception. Font la promotion. Moi, je passe parfois dans les villes comme Yaoundé et Douala, où il y a des grandes affiches publicitaires qui font la promotion de la contraception. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément facilement voir la promotion des médicaments contre les maux de tête ou les médicaments contre l'acné, mais vous allez facilement voir des communications qu'on fait régulièrement et des ONG qui travaillent pour réduire de manière considérable la démographie, surtout en Afrique. Parce qu'ils se sont rendus compte en Occident qu'ils ont été obligés dans la plupart des pays de débloquer des budgets uniquement pour s'occuper des migrants. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était prévu avant. C'est que désormais, l'Italie aujourd'hui doit prévoir un budget pour les migrants. En sachant que cette année, il y aura peut-être 5000 migrants qui vont venir. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'il y a un documentaire qu'on a réalisé en Italie qui montrait que, c'est un documentaire qui est en ligne, qui est sur YouTube, que tout le monde peut consulter, qui montrait que les gardes-côtes en Italie coulent des bateaux, des migrants qui viennent, parce qu'ils ne veulent pas que les migrants arrivent en Italie, parce que s'ils arrivent sur le sol italien, on sera obligé de les prendre en charge et ça a un coût. Et plus ils sont nombreux, et plus ça coûte cher. Alors que l'Italie, il y a des pauvres en Italie qui n'ont pas de travail, les blancs. Donc on va prendre l'argent pour aider les migrants noirs qui viennent du Cameroun, qui viennent du Togo, qui viennent du Mali, alors qu'on n'a même pas déjà assez d'argent pour aider les Italiens pauvres. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser deux solutions. La solution en amont, c'est d'aller en Afrique, se battre pour qu'ils ne viennent plus. Soit d'investir là-bas, soit de promouvoir je veux dire la contraception, faire que les femmes n'accouchent plus beaucoup, faire des ONG, créer des activités qui vont faire qu'ils restent sur place et qu'ils ne voyagent plus. Parce que quand vous les voyez faire ça, ce n'est pas parce qu'ils aiment faire ça. C'est parce qu'ils ne veulent plus que vous veniez chez eux. Parce qu'en faisant ça, ça leur coûte moins. Parce que venir au Cameroun et ouvrir une activité qui va recruter peut-être 100 Camerounais, ça coûte moins que d'accueillir ces 100 Camerounais-là en Italie ou en France. Donc, ils préfèrent faire ça parce que ça va coûter moins. Et maintenant, en France, qu'est-ce qu'on va faire? On va financer les Camerounais, les Italiens, les Ivoiriens qui sont là-bas, leur dire que vraiment, on peut te donner un capital, tu rentres dans ton pays. Il y a tous des programmes comme ça pour favoriser à ce que les gens rentrent dans leur pays d'origine. Parce que ces gens leur coûtent cher là-bas, surtout la ressource qualifiée. Parce que la ressource qui n'est pas suffisamment qualifiée. Parce que la ressource très qualifiée, on les prend, on les met dans les grandes entreprises et tout ça. Mais ceux qui ne sont pas très qualifiés, on utilise certains qui vont faire les travaux de basse besogne, je veux dire de basse qualité, que peut-être les Français de souche, les Italiens de souche ne veulent pas faire. Ils vont aller dans les plantations, récolter le blé, etc. Mais ceux qui sont en surplus, on va essayer de les orienter à rentrer dans leur pays, ou on va les empêcher d'arriver dans le pays en coulant leur bateau, ou alors tout simplement, on va essayer de les martyriser au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais dire à ces jeunes-là que le chômage arrive. C'est maintenant que vous devez vous cultiver. C'est maintenant que vous devez comprendre que c'est dans votre environnement qu'il y a des opportunités parce que ces opportunités découlent des problèmes. C'est maintenant que vous devez vous armer de connaissances et de savoir dans plusieurs secteurs d'activité afin de pouvoir résister et de pouvoir savoir comment être flexible afin de proposer des solutions pertinentes. Et c'est maintenant que vous devez vous intéresser à l'entrepreneuriat. Pas pour que tout le monde devienne entrepreneur parce que ce ne sera pas possible, c'est très contraignant. Mais au moins pour intégrer des systèmes, pour apprendre, pour se développer et pouvoir au moins résister à des choses farouches sur le plan social qui vont arriver très bientôt. Donc, de manière pratico-pratique, quelle est la prochaine petite étape qu'ils peuvent prendre? Je peux par exemple leur recommander de rejoindre la Startup Academy. Oui, je vais prêcher pour ma paroisse. De rejoindre la Startup Academy, de suivre les activités de la Startup Academy ou de suivre des activités, des structures similaires à la Startup Academy à travers l'Afrique et à travers le monde. Je vais leur recommander de s'intéresser à Internet
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se connecter sur Internet et se former. Il n'a même pas besoin de venir à la Startup Academy. Il y a beaucoup de formations qu'on peut faire en ligne et qu'on peut apprendre, on peut se développer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de lancer un business. Ça veut dire, moi par exemple, il y a un monsieur qui m'a fait un témoignage. Sur ma page, en général, régulièrement, chaque semaine, je fais une publication qui s'appelle « Espace opportunité d'affaires » où je demande à tous ceux qui suivent ma page de poster en commentaire leurs activités avec leur numéro et que ceux qui sont intéressés pourront les contacter. Il y a un qui m'a fait un témoignage qu'en fait, il vend des voitures. Il a posté ça en commentaire comme ça une fois. Il a réussi à vendre 2 voitures. Il s'est fait 1 million de marge sur les 2 voitures avec un commentaire sur une page qui n'est pas la sienne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de se lancer. On n'a même pas besoin de fabriquer un produit. Si vous voulez, par exemple, vendre le miel, vous pouvez aller au marché, identifier ceux qui vendent le miel, voir leur prix, prendre les photos, créer votre page en ligne sur un réseau social comme Dicalo, je fais un coucou à Alain et Cambi ici, et de publier dessus. Et des gens viennent vous dire, je veux le miel, je veux le miel. Vous discutez juste un prix au niveau de votre fournisseur. Vous mettez un prix un peu plus élevé à celui qui achète. Vous vous occupez de la logistique et vous gagnez de l'argent sans produire de miel. Il faut juste être suffisamment intelligent. Il faut être avisé par rapport à ce qui fonctionne. Et au moins, vous pourriez avoir une activité. Je ne suis pas en train de dire que ça va garantir ou couvrir toutes vos charges, mais au moins, ça va vous permettre de ne pas être un mendiant et de ne pas toujours être condescendant vis-à-vis de ceux qui viennent d'ailleurs. Super. Et de ne pas attendre que quelqu'un vienne cogner à la porte. Parce que personne ne viendra le faire, sauf si c'est pour t'utiliser. Super. Je pense que c'est un peu tout. Laisse-moi regarder si j'ai une dernière question. D'accord. De jouer la journaliste. En improvisant. En improvisant. Ben waouh, toutes les questions ont été posées. Je ne sais pas si tu as un dernier mot peut-être. Alors le dernier mot que je pourrais peut-être dire, c'est le fait que on a une population cible très stratégique qui est la diaspora. Et tu en fais partie aujourd'hui. Et il est important que nous puissions trouver le moyen de créer un pont entre la diaspora africaine et les Africains qui sont en Afrique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on crée un pont? C'est parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je ne critique jamais les autorités sont montées, descendues. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de tard au niveau des autorités. Comme aussi, il y a beaucoup de bonnes choses faites par les autorités. Donc, je ne vais pas venir cracher sur tout. Mais une des tares, c'est le fait qu'il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de trait d'union suffisamment fort entre la diaspora africaine et les Africains qui sont en Afrique. Et ça crée un déficit énorme sur le plan des initiatives qu'on pourrait mener sur le continent africain et même en Occident. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons une usine qui s'appelle Startup Foods, où nous fabriquons des produits agroalimentaires, comme un de nos produits qui est le chocolat Choco, qui se décline en 4 saveurs, noir, blanc, sans sucre et lait. Alors, ce produit se vend très bien, il est vendu au Cameroun, il est vendu même dans certains pays de la sous-région. Mais s'il y avait un trait d'union fort entre la diaspora africaine et les Africains, nous pourrions faire en sorte que ce produit devienne un monopole mondial en créant ce trait d'union qui va permettre à cette diaspora africaine de nous fédérer et de faire en sorte que ce produit soit vendu partout dans le monde. Et en développant donc un patriotisme qui va faire en sorte que quand un Africain voit ce produit, il se dise que ça c'est nous et je dois soutenir ça. Ce n'est pas forcément avec notre projet, je le dis aussi pour tous les autres projets qui sont menés en Afrique. Pour que ce ne soit pas juste que nous soyons en Afrique, on fait des produits, on vend seulement entre nous. Non. Quand un Américain fabrique un produit, il veut coloniser le monde. Il ne veut pas vendre aux États-Unis. Il veut que les gens au Togo consomment son produit, en Chine consomment. Pourquoi nous devons fabriquer des produits qui seront seulement vendus dans nos petits quartiers, le Togo, le Cameroun? Non. Il faut qu'on fabrique des produits ici et ce soit vendu en Thaïlande. Il faut qu'on fabrique des produits ici et ce soit vendu en Chine. Il faut qu'un Américain se connecte sur une plateforme en ligne et il apprend à parler le douala sur la plateforme là. Parce qu'on a réussi à lui faire comprendre que si tu veux coloniser une partie du Cameroun, il faut que tu apprennes le douala, sinon ça sera inaccessible pour toi. Comme ils ont fait avec l'anglais. Aujourd'hui, si tu veux bien faire la médecine, tu es obligé de parler anglais. Tu es obligé de comprendre l'anglais parce que les meilleurs livres de médecine sont en anglais. C'est une colonisation linguistique. Il faut aussi qu'on fasse cette colonisation-là. Et pour le faire, il faut un trait d'union entre les Africains du continent, les Africains de la diaspora, qu'on puisse éviter aussi que les Africains de la diaspora se disent qu'il faut que j'aille investir en Afrique. C'est bien. Mais il faut qu'en investissant en Afrique, tu crées un pont entre l'Afrique et le pays où tu es pour que ton produit se vende aussi là-bas et dans tous les autres pays en Occident. Ce n'est que ça qui va nous permettre de devenir milliardaires en euros.
C'est de ça qu'il s'agit, parce que sinon on ne pourra pas. Leur pouvoir d'achat est plus élevé que le nôtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut fabriquer un produit cosmétique ici en Afrique. Ce sera facile de vendre, difficile de vendre ça à quelqu'un à 30 000, 40 000, 50 000. Sauf que 50 000, ça n'atteint pas 100 euros. Donc, ça sera beaucoup plus facile de vendre ce produit à 100 euros. On a déjà fait cette expérience avec beaucoup de nos membres de la Startup Academy qui sont en Chine, qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui fabriquent des produits ici. On les accompagne et ils vendent ces produits là-bas. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit fait de manière institutionnelle pour que l'impact soit beaucoup plus fort. Donc voilà le message que je pourrais aussi passer à nos frères de la diaspora. C'est vrai qu'il y a un gros problème permanent. C'est le problème de la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont investi en Afrique, qui ont été escroquées. C'est très récurrent. Et c'est la raison pour laquelle nous, à la Startup Academy, on a voulu faire la différence. En faisant en sorte que le souci du détail soit un élément important. Le souci du détail dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que si vous voyez les produits qu'on fait, si vous venez dans nos différents sièges, si vous voyez la manière dont on communique, il y a toujours un accent sur le détail. Il y a un accent sur le détail dans la traçabilité. Il y a un accent sur le détail dans les activités qu'on mène, dans la comptabilité qu'on fait. Il y a un accent sur le détail parce qu'on permet de manière dynamique, et c'est même de manière subtile obligatoire, à ce que quelqu'un qui intègre nos projets puisse être là et comprendre ce qui se passe et suivre les procédures étape par étape. Nous sommes en train, par exemple, de créer une plateforme en ligne qui va permettre à ce que quand un investisseur investit dans un de nos projets, il puisse suivre minute par minute l'évolution de son investissement dans chacun des projets dans lesquels il a investi. Pour qu'il n'ait plus besoin d'appeler quelqu'un que les rapports, c'est comment. Oui, on fait les rapports chaque mois. Mais désormais, il pourra se connecter sur la plateforme et voir que j'ai investi dans Startup Color. Startup Color, aujourd'hui, a fait un chiffre d'affaires de temps. Il rencontre telle difficulté pour que ça lui permette de comprendre que cette transparence-là doit garantir le capital confiance et le capital sympathie pour qu'il n'ait plus peur d'investir dans un projet tenu par un Africain parce qu'il se dit que les Africains, ce sont des escrocs. Non. Les plus grands escrocs, ce sont les Occidentaux. Les gens qui trafiquent la drogue, c'est en Occident, c'est eux qui envoient ça en Afrique. Les plus grands bandits, c'est aux États-Unis, c'est en Chine, c'est en Russie. Ici, ce sont des apprentis bandits. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous puissions arrêter de penser que les Africains, ce sont des personnes qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas crédibles. Oui, il en existe, mais c'est une très faible proportion par rapport à la nouvelle génération des entrepreneurs que nous sommes en train de vouloir incarner à travers la Startup Academy et à travers toutes les autres activités d'autres jeunes Africains qui sont en train de prôner qu'on peut en Afrique faire des choses excellentes qui tutoient ce qui est fait à travers le monde. Super, super. Merci beaucoup, Claudel. Je t'en prie, Stéphanie. Je vais dire également que j'ai remarqué que Claudel n'a pas seulement un cerveau orienté solution. Il a un cerveau très positif parce que très souvent, on passe notre temps à parler des choses négatives. Et parler des choses négatives, c'est prendre ce temps à ne pas parler de choses positives. Exactement. Très important. Donc, merci beaucoup pour tout. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger et de partager mes minuscules connaissances avec toi et avec toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos. Les Africains ont besoin des minuscules connaissances. D'accord. Merci pour tout. Si ça ne te dérange pas, parce qu'on a les produits, là je peux prendre ma petite caméra pour le blogging. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est le tout récent produit que nous avons eu à mettre sur le marché. C'est un produit d'une de nos industries qui s'appelle Startup Food. Comme vous pouvez le voir là, c'est une industrie agroalimentaire qui produit tout ce qui va dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est un chocolat. La marque, ça s'appelle Choco. Donc, la marque est déclinée en 4 saveurs. Là, vous avez la saveur au lait. Ici, vous avez la saveur noire. Ça, c'est le blanc. Il y a le sans sucre que vous allez voir tout à l'heure. On est en train de l'apporter. Donc, c'est l'un des produits de l'industrie Startup Food, de la Startup Academy. Alors, ici, vous avez un sac qui est fabriqué aussi par une de nos industries. L'industrie s'appelle Startup Color. Donc, Startup Color, c'est une industrie que nous avons implémentée au Cameroun en 2017 et qui fabrique des produits comme de la craie, comme de la peinture, comme la peinture que vous voyez dans ces locaux, ou encore des sacs très récemment. Donc, vous avez des collections comme ça. Là, ça, c'est mon sac même. Mais vous aurez des images des autres sacs des enfants. Voilà, un sac comme celui-ci coûte 12 000 francs. Oui, 12 000 francs. C'est donné. Voilà, oui, 12 000 francs. On ne parle même pas de 20 $. Et les chocolats? Alors, le chocolat au lait, il coûte 1 000 francs. Le chocolat noir, il coûte 1 000 francs. Le chocolat blanc, il coûte 1 500. Le chocolat sans sucre que vous allez découvrir tout à l'heure, il coûte 2 000 francs. Alors, ici, ce sont certains de mes livres. Alors là, vous avez le livre « Le jeune entrepreneur africain » qui est mon livre le plus vendu à ce jour, 20 000 exemplaires. Ici, vous avez le livre « Un médecin atypique ».
Il y a 5 autres livres que j'ai publiés déjà, qui ne sont pas là disponibles de manière physique au siège, mais certainement, je vais vous envoyer des informations aussi en ce qui concerne cela. Bon, bien évidemment, sur moi, je porte toujours mes produits de la marque Sur Mesure, mais là, qui est une déclinaison d'une tenue de la Startup Academy avec la charte graphique. Et puis voilà. Et puis ça, c'est une chaussure qui est fabriquée par mon maître bottier. C'est fabriqué à Yaoundé. C'est une chaussure sur mesure. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Voilà quelques-uns de nos produits. Nous en avons plusieurs autres que je vous invite à découvrir. Que je vous invite à découvrir, naturellement. Ah, ok, super, ouais. super. Bon, vous voyez qu'on ne fait pas tout ça avec bavardage. Ok. Souvent, je dis aux gens action, on pense que je casse. Désolé, je vais tourner ça de ce côté. On pense que je casse les oreilles des gens avec les. On ne fait pas ça avec le bavardage. Ok, quelqu'un qui bavarde matin, midi, soir, ça ne sort pas, ça se fait dans l'action. Oui, naturellement. La planification, l'action et le positivisme. Parce que si vous êtes là à dire les choses qu'on ne peut pas faire, les problèmes qu'on a en Afrique, ça ne sert à rien. C'est l'action qui crée les choses. Ce sac, est-ce qu'il est disponible? Oui, il est disponible dans les sièges de la Startup Academy et aussi dans le siège de Startup Color. Et très bientôt, il sera disponible sur notre site internet www.startupacademy237.cm. Donc, vous pourriez aussi le commander directement en ligne à partir certainement de la fin de ce mois. Donc, il est disponible ici? Oui, il est disponible ici. Je veux prendre, oui, il est disponible. Prendre plusieurs sacs et les chocolats. Oui, les Donc, chocolats. en dehors des chocolats, tu as parlé des livres très importants, oui. la lecture. La craie, vous allez, je ne sais pas s'il y a encore des cartons ici disponibles. On va regarder tout à l'heure parce qu'on fabrique aussi de la craie. Ça qu'on utilise d'ailleurs pendant nos conférences. La craie Startup Color. Donc, voilà les principaux produits que nous faisons pour le moment. Il y a beaucoup d'autres produits que nous sommes en train de développer. Non, mais c'est déjà beaucoup. Et oui, je vous ai parlé de la marque Sur Mesure. Nous fabriquons des vêtements, des sacs, on a parlé des de chaussures. 4-5 produits, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Globalement. Je suis très impressionnée, les gars. Je suis vraiment très impressionnée par son travail. Et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas sa page Startup Academy de faire un tour sur Facebook. Sa page Startup Academy. Ou alors sur ma page officielle, Dr Claudel Numbissier. Voilà, soit l'un des deux. Ou mon profil c'est Claudel Numbissier. C'est un docteur en bavardage. C'est un docteur, c'est un médecin, docteur en médecine. Voilà. Ou ton profil? Oui, mon profil c'est Claudel Numbissier. Okay. La page officielle c'est Dr Claudel Numbissier. Et la page de la Startup Academy, c'est Startup Academy. Ok, super. Voilà. Startup Academy. Merci bien. Voilà. Ben voilà les gars, il y a l'interview qui va, une sorte d'interview qui va sortir. On va partager au fil du temps. C'est riche en informations, détonnant. Écoute, visionnaire, c'est un très grand visionnaire ce monsieur-là. Et il a dit, on se rejoint sur un truc qu'il a dit, c'est qu'on doit aller aider l'Occident. Oui, on doit aider l'Occident. L'Occident souffre et est en difficulté. Et comme un acte patriotique, nous devons être sensibles aux souffrances de l'Occident. Non, mais je suis sérieuse, je pensais à faire une organisation, une ONG de personnes qui vont aider. Oui, l'Occident, oui. Il faut qu'on affiche ici des images dans la rue de Français blancs qui dorment dans la rue. Il faut qu'on affiche ça dans les rues de Douala, de Bafoussam, pour que les gens puissent faire des dons. Oui, on doit faire des dons. On doit les aider. C'est difficile. Qui vont aider, qui vont avoir des missions de jeunes qui partent aider. Fait des dons. On crée une ONG aux États-Unis, on aide les Américains qui n'ont pas d'emploi, qui souffrent. Oui, on doit le faire. On peut prendre quand même le plus de ce qu'on gagne pour les aider. Oui, encore. C'est incroyable pour lui. Oui, c'est prétentieux, oui, c'est prétentieux, mais c'est un fait. Ça doit se faire. Merci, c'est un fait. Ça doit se faire. Super. Bon les gars, on se retrouve plus tard. Je vous laisse, je continue la conversation avec Claudel. D'accord. Peace out. Ciao.